Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur SoundCloud et Apple Podcasts, ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le bonheur au travail. C'est une thématique qui me passionne parce que j'ai moi-même longtemps cherché à m'épanouir dans le domaine professionnel et je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle tendance, celle de mettre l'épanouissement des salariés au cœur des préoccupations de l'entreprise. Pourquoi a-t-on cette prise de conscience? Le docteur Albert Schweitzer a dit « Le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès ». Dans la première partie, nous allons développer cette idée autour du bonheur au travail, qui peut parfois paraître abstraite, pour comprendre ce que ça signifie vraiment. Puis je recevrai mon invitée, Laetitia Roy, une jeune femme qui exerce un métier absolument étonnant. Elle est coach formateur en développeur de bonheur. Elle va nous expliquer en quoi cela consiste et partager sa propre expérience. Et vous allez voir qu'elle a un parcours assez atypique qui ne la prédestinait pas forcément à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de ce qui a attiré leur attention cette semaine et qui pourrait améliorer notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant 5 conseils concrets pour vous sentir plus heureux au travail. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Le travail occupe une part plus que considérable de notre temps. On se lève généralement 5 jours dans la semaine, sinon davantage, pour aller au bureau, assister à des réunions professionnelles ou pour exercer toute autre activité liée à notre emploi. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez vraiment heureux au travail? C'est un sujet d'actualité qui semble intéresser de plus en plus les RH qui souhaitent mettre l'épanouissement de leurs équipes au cœur de leur stratégie de développement. Parce que oui, tous les sondages montrent que la majorité des Français ne se sentent pas épanouis dans leur travail et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas la question du salaire qui les préoccupe le plus. J'ai voulu vérifier cette information directement en vous posant la question. Je suis donc venue à votre rencontre dans la rue. Je voulais juste savoir si vous étiez heureux au travail. Oui, là ça va très bien. Ça va. Il y a peu de gens, je crois, qui peuvent dire qu'ils sont vraiment heureux au travail. Oui, on va dire oui, globalement oui. Moi, oui. J'aime bien mon travail. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre travail? Bon, le contact avec les gens. La qualité de relationnel, avec les autres, les collègues. L'équilibre que j'arrive à trouver entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Les relations humaines. Les objectifs qu'on me donne qui sont en corrélation avec ma façon de voir les choses et de voir la vie. Excusez-moi madame, quelques secondes pour vous demander si vous êtes heureuse au travail aujourd'hui. Non, pas vraiment. Absolument pas. Sans plus. Qu'est-ce qui vous manque pour être heureuse? Meilleure reconnaissance. De la considération et de la confiance envers mes supérieurs hiérarchiques. Vous pensez que vous êtes payé à votre juste valeur? Absolument pas. Non, bien sûr, il faut me payer plus, mais il faut être raisonnable. J'ai pas à me plaindre, ça va. Pas vraiment, mais bon, faut faire avec quoi. Vous pensez qu'un bon salaire contribue à vous rendre heureux au travail? Oui, je pense que c'est une reconnaissance, donc quand on est valorisé, évidemment, on est un petit peu plus heureux. Oui, forcément. Bon, un minimum de salaire correct, c'est nécessaire, mais pour le reste, je pense que le contact personnel est mieux. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le salaire ou les relations sociales? Tout, l'ensemble.
C'est aussi important l'un que l'autre. De façon définitive, les relations humaines. J'avouerais que tout travail mérite salaire, mais l'essentiel, c'est effectivement de travailler en bonne collaboration avec ses équipes et avec ses supérieurs hiérarchiques. Bonjour monsieur, vous auriez quelques secondes pour répondre à ma question. Est-ce que vous êtes heureux au travail ? Heureux au travail, en ce moment, je suis très très heureux. Qu'est-ce qui vous rend tant heureux ? Que je ne travaille pas. Ce sont donc les conditions de travail qui sont les plus importantes. Ça englobe les relations avec les collègues et la hiérarchie, un équilibre entre vie pro et vie perso, et une reconnaissance de la part des supérieurs. Pour rappel, le mot travail vient du latin tripalium, un instrument de torture utilisé durant l'Antiquité romaine. L'origine même du mot n'inspire pas vraiment la joie. On nous a appris que le travail est un dur labeur auquel il faut se vouer durant des années en attendant patiemment la retraite. Mais ce schéma est en train de changer avec l'émergence de l'entrepreneuriat et des startups qui bousculent les mentalités. Il semblerait que l'épanouissement des salariés est un facteur important de performance au sein d'une entreprise. Et ça change la donne. Qui dit salarié heureux, dit plus de rentabilité pour l'employeur. Donc trouver le bonheur au travail, c'est profitable pour tous. Alors je vous repose la question, vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez heureux au travail ? C'est un sujet qui concerne tout le monde, peu importe le métier ou le degré de responsabilité. Les RH semblent comprendre cet aspect et beaucoup d'entreprises veulent l'intégrer dans leur management. Oui, mais comment s'y prendre ? Par quoi commence-t-on pour rendre les salariés heureux ? C'est avec une bonne dose de motivation et d'enthousiasme que Laura va nous expliquer d'où vient cette notion de bonheur au travail. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story. Nos compatriotes veulent le changement. Aujourd'hui, on s'intéresse au sentiment de bonheur et d'épanouissement au travail. Il est où le bonheur ? Il est où ? Revenons d'abord sur l'organisation du travail telle qu'on la connaît. Avec la seconde révolution industrielle, de grandes entreprises émergent, rendant leur gestion plus complexe. La théorie des organisations apparaît au début du XXe siècle. Elle cherche à avoir une meilleure organisation de la production, mais aussi de meilleures performances pour l'entreprise, qui est alors considérée comme une machine dont les ouvriers sont l'un des rouages. Inspirée de l'armée, forte hiérarchie, communication verticale, individus interchangeables... C'est bien clair ? Le modèle d'organisation du travail vise à contrôler l'ensemble des salariés en leur attribuant des tâches limitées. Structure pyramidale, ce fonctionnement a peu évolué et pour beaucoup, il est oppressant. Aujourd'hui, employeurs comme employés doivent s'accommoder d'un système archaïque qui ne correspond plus à son époque et qui engendre de nombreux maux. Absentéisme, mal-être, stress... Aux USA, 75 à 90% des travailleurs consultent le médecin pour des raisons de stress au travail. Selon une récente étude de la CFDT, en France, 36% des personnes interrogées déclarent avoir déjà fait un burn-out au cours de leur carrière. La moitié des gens considèrent que leur charge de travail est excessive et 69% jugent qu'on leur fixe des objectifs plutôt intenables. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein ? Ça donne envie. Seulement, ce n'est pas le travail en soi qui pose problème, mais bien la façon dont il est organisé. Certaines structures s'efforcent aujourd'hui de mettre en place des nouveaux modèles d'organisation plus démocratiques. Pratiques égalitaires, suppression des niveaux de contrôle, climat de confiance, voire transparence. En bref, elles veulent réinventer la manière de travailler et mettre l'humain au centre de leur fonctionnement. Ce sont les entreprises dites libérées. C'est le cas de la biscuiterie Poult, dont tout le personnel a été invité, tout poste confondu, à effectuer un grand brainstorming pour répondre à la question « Comment voyez-vous votre entreprise demain ?» S'en est suivi un énorme réaménagement. Des groupes de travail réguliers sont mis en place pour aller toujours plus loin dans l'amélioration de la qualité de vie dans l'entreprise. Pareil chez Chronoflex à Nantes, spécialiste de la réparation hydraulique, où les employés ont été invités à se réorganiser eux-mêmes. Résultat, autonomie totale, mais aussi la création d'un atelier bien-être où les salariés proposent eux-mêmes les thèmes à aborder et les solutions qu'ils envisagent. Le système de rémunération, premier problème évoqué, évidemment, a été révolutionné. Ces deux entreprises ont donc supprimé leur hiérarchie intermédiaire et laissent une autonomie absolue aux salariés à propos des décisions prises pour améliorer leur productivité. Et au passage, ces boîtes ne sont pas cotées en bourse. Ah ouais ? Et si l'on s'y met de plus en plus, ce n'est pas seulement pour faire de ce monde un monde meilleur, mais bien parce que cela a de véritables conséquences en matière de résultats. Chez Sogilis, une autre entreprise libérée grenobloise, le chiffre d'affaires progresse en moyenne de 30% par an depuis 2012. Pas mal, non ? C'est énorme !
énorme. On rappelle rapidement l'exemple danois en matière de vision du travail, fort équilibre entre vie professionnelle et vie privée, des procédures simplifiées et un système social très égalitaire. Bref, vous l'aurez compris, la tendance est à l'innovation. Chief Happiness Officer, entreprise libérée, la satisfaction au travail est reconnue comme une composante de réussite et les entreprises commencent à se démocratiser, voire s'humaniser. Arrivera-t-on à un état d'osmose entre travail et travailleurs ? Et vous sentez-vous bien dans votre job ou êtes-vous déjà en train de prendre un vol aller simple pour une contrée scandinave ? En tout cas, osez en parler car le sujet est d'actualité. Vous pouvez être fier de vous. Laura nous a parlé des pays scandinaves et je dois dire que cette culture m'a toujours intéressée. Là-bas, on ne plaisante pas avec le bien-être. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je m'inspire de cette culture et pour cause. Le rapport mondial 2016 sur le bonheur, World Happiness Report, classait le Danemark en première position quand la France, tenez-vous bien, pointait à la 32e place. Le secret ? Eh bien, il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a une forme d'égalité sociale qui facilite les relations entre les employés. On n'est jamais le supérieur de quelqu'un. Ce qui en découle, c'est tout naturellement du respect, de la confiance, de la bienveillance, un cadre hyper agréable qui donne envie de se lever le matin. Exit le modèle pyramidal, ici tout le monde se sent libre de s'exprimer. Le travailleur scandinave est relax. Si ce n'est pas fini aujourd'hui, eh bien ce sera fait demain. D'ailleurs, les heures sup ne sont pas vraiment appréciées, elles sont plutôt synonymes d'une mauvaise organisation. Autre chose hyper importante, il y a un vrai respect de la vie familiale qui passe avant tout. Si vous avez besoin d'un jour de congé pour une urgence avec vos enfants, pas de problème. D'ailleurs, petite parenthèse, on voit beaucoup d'hommes au foyer au Danemark qui font ce choix en toute liberté. Nous ici en France, on a encore du chemin à parcourir. Mais bonne nouvelle, apparemment le bonheur au travail est une discipline qui s'apprend au même titre que les mathématiques. Et si je vous disais qu'il est possible aujourd'hui de suivre des cours, c'est ce que propose l'UBAT, l'Université du bonheur au travail, qui a lancé ses programmes de formation à Paris, un concept inédit qui séduit de nombreuses entreprises. Il y a aussi ce qu'on appelle les Chief Happiness Officer, ou responsables du bonheur en entreprise, un nouveau métier né dans la Silicon Valley, qui tend à se développer dans les prochaines années. La mission du Chief Happiness Officer, faire en sorte que les salariés se sentent bien au quotidien et faciliter l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Sympa comme job, vous ne trouvez pas ? Bien sûr, les espaces coworking apportent eux aussi leur pierre à l'édifice. Toujours plus innovants et originaux, les bureaux partagés proposent une autre façon d'appréhender sa journée de travail, avec des services du type atelier de sophrologie, massage, cuisine et des espaces détente pour jouer ou tout simplement se relaxer. Ça me fait penser au bureau du groupe Melty, un média web, un endroit où vous pouvez croiser les chargés de clientèle dans la salle jeux vidéo devant la PlayStation et sur le hamac devant la cafétéria. D'ailleurs, j'avais aperçu la cantine où vous pouvez grignoter à tout moment sans interruption. Motivation, épanouissement, bien-être, c'est ce que j'entends par le bonheur au travail et mon objectif est de partager avec vous des pistes de réflexion avec des actions concrètes à mettre en place. Que l'on soit issu de la génération X, Y ou Z, on aspire tous à être heureux et épanoui dans son travail. C'est dans cette optique que j'ai invité Laetitia Roy, coach formateur en développeur de bonheur, un métier atypique que j'ai hâte de découvrir. Elle va nous expliquer comment elle intervient auprès des personnes qui font appel à ses services et partager ses meilleurs conseils pour connaître le bonheur au travail. Ce sera dans la seconde partie, restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur au travail, un concept qui parle à tout le monde mais qui n'est pas si facile à atteindre au quotidien. Dans cette seconde partie, je reçois Laetitia Roy, coach formateur en développeur de bonheur, qui va partager son parcours atypique et nous expliquer comment elle arrive à apporter concrètement plus de bien-être en entreprise. Puis nous serons rejoints par nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai 5 conseils concrets pour vous aider à être plus heureux au travail. On reprend donc avec mon invité de marque.
Après une formation en chimie et 12 années dans la recherche et le développement de l'industrie pharmaceutique, elle décide de faire un bilan de compétences, sentant que ses aspirations sont ailleurs. Animation, relations humaines et pédagogie sont ses atouts professionnels et elle décide de donner un tournant complètement différent à son parcours. Elle obtient alors une formation certifiante qui lui permet d'exercer en tant que formatrice et accompagne particuliers et entreprises à développer leur propre bonheur. Elle intervient dans différents domaines, cohésion d'équipe, gestion du stress et des conflits et management. Ce qui l'anime, aider les gens à développer leur potentiel, les accompagner dans leur développement personnel et faire des relations humaines le cœur de son métier. Laetitia Roy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors Laetitia, pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Pourquoi ? C'est une excellente question. Il y a tout un tas de paramètres différents. C'est l'histoire d'une vie finalement. Ce qui fait que je fais ce métier maintenant depuis 5 ans, c'est qu'il m'est arrivé par le passé, quand j'étais salariée dans des grandes entreprises à l'époque, d'avoir subi, notamment dans une entreprise, un harcèlement moral qui a duré 3 ans, qui m'a beaucoup touchée, comme chaque fois qu'on peut subir ce genre de harcèlement, et qui m'a forcée à me remettre beaucoup en question, en quoi j'étais responsable de subir ça, quelle était ma part de responsabilité dans cet événement. Et puis, ça m'a vraiment amenée à me poser des questions si j'avais vraiment envie de continuer ce métier de chimiste à l'époque. Et dans ce dernier laboratoire dans lequel j'ai travaillé à l'époque, il y avait une formation qui s'appelait « Mieux se connaître pour mieux communiquer », et qui était basé sur un outil de type de personnalité qui s'appelle ComColors. Et oui, que je connais bien, ComColors. Voilà. Oui, tout à fait, c'est devenu une référence. Oui, complètement. C'est le dernier modèle français existant qui a été développé par Franck Julien notamment. Et donc, j'ai à l'époque été voir cette manager avec qui ça se passait pas bien. Et je lui ai demandé si c'était possible que je fasse au moins cette formation-là, cette année-là en l'occurrence. Et elle m'avait dit à l'époque, oui, je pense que ça va beaucoup te servir. Parce qu'elle pensait vraiment que j'avais des problèmes de communication. Justement, on va y venir à ce changement, on va en parler un peu plus en détail. Ça m'a frappé justement votre parcours et l'expérience que vous avez eue d'harcèlement, de burn-out, on peut appeler ça comme ça, quand vous étiez en entreprise. Vous êtes resté combien d'années dans cette boîte ? Finalement 3 ans en fait. C'est, si vous voulez, le premier jour où je suis arrivée, les 2 personnes qui allaient devenir des amis, collègues, m'ont dit on comprend pas pourquoi tu as quitté ton poste d'avant, parce que c'était un choix délibéré. Je pensais pouvoir prendre des nouvelles fonctions dans cet autre établissement. Et elles m'ont dit, c'est une erreur, tu sais, ici, ça se passe pas bien. Ah, on vous a prévenu dès le départ, en fait. Les collègues m'ont prévenu. Sauf que quand vous venez de quitter un emploi et que vous venez d'être en période d'essai, vous vous dites, après tout, pourquoi pas, est-ce que vraiment je peux me fier à elle, je les connais pas. Et donc j'ai décidé d'aller jusqu'au bout parce que j'ai aussi été élevée dans cette culture de le travail, c'est important, il faut pas baisser les bras, etc. Donc je me suis impliquée. Donc les collègues vous ont prévenu dès le départ. Petit à petit, ça se passait mal. Comment ça se matérialisait concrètement ? Qu'est-ce qui se passait au quotidien ? Alors ce qui se passait au quotidien, en fait, c'est ça qui est difficile quand on le vit. C'est-à-dire que c'est insidieux et c'est une somme de petites choses a priori insignifiantes, mais qui au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, deviennent insupportables. Par exemple, cette manager, moi j'ai compris et je remercie aujourd'hui d'avoir subi ça parce que sinon je serais pas là aujourd'hui. Mais cette manager n'était pas bien elle-même pour diverses raisons qui ne me regardent pas. Et donc le matin, quand elle arrivait, elle passait devant notre bureau vitré et elle ne nous disait pas bonjour. Alors, mis à part justement cette attitude, ce comportement un peu froid avec vous, est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal ? Je me souviens, en fait, on m'avait demandé de développer une technique très particulière d'analyse, parce que ça faisait partie de mes spécialités. Et cette technique-là, elle était assez exceptionnelle en France. Et j'avais demandé à suivre la formation liée à cet appareil. Mais comme cette formation était dispensée en Californie, on m'avait dit non, parce que j'ai un DUT de chimie. Et que dans l'industrie pharmaceutique, quelqu'un qui a un DUT de chimie et qui n'est donc, entre guillemets, que technicien, n'est pas voué à avoir le mérite de partir aux États-Unis pour suivre une formation. On casse un peu la motivation.
Ah bah complètement, c'est le cœur de tout ça. Ce qui fait quelques années plus tard, donc j'ai essayé de faire mon maximum avec ce que je trouvais sur Internet et pour développer des méthodes. Et quand cette formation a eu lieu enfin sur Toulouse, j'ai redemandé à la faire. Et c'était la 3e année que j'étais là-bas. Et c'est là qu'on m'a dit à nouveau, non, c'est pas possible. Donc on en revient à mon dernier Vatou où je me suis dit, puisque je ne peux même plus être formée sur mon métier, je vais au moins essayer de comprendre ce qui se passe, ce que je vis, et je vais faire cette formation comme Colors. Et ces réponses négatives à répétition, ça a eu un impact sur votre morale, j'imagine? Ah bah oui, moi ça a fini de complètement me démoraliser. À l'époque, j'en étais arrivée en fait à vraiment reculer l'heure du départ pour aller au travail. Quand il y avait des bouchons, ça me faisait plaisir, parce que je me disais que j'allais vraiment arriver plus tard que prévu. Ah ouais, donc ça en arrive jusque-là. Oui. En fait, tout simplement, quel a été vraiment le déclic, ça a été un soir de printemps, ça devait être au mois d'avril, il faisait très beau, et j'ai la chance de vivre à la campagne, et mes enfants jouaient dans le jardin. Vraiment, c'était un moment de paix. Et je me suis mise à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Et il y avait un trop-plein. Là, il y a un souci parce que mon prénom, effectivement, c'est Laetitia et ça veut dire joie et je le porte très bien. Et quand j'en arrive moi-même à pleurer alors qu'il n'y a aucune raison a priori de le faire, c'est que vraiment, il faut que je fasse différemment. Ça a été le déclic ce jour-là ? Complètement. Je me suis dit, je ne peux pas continuer à survivre comme ça. Jusqu'à présent, je me disais que c'était pour le bien de mes enfants, de mon mari, de la sphère familiale, qu'il fallait que je continue, que je baisse pas les bras. Et finalement, si c'est pour en arriver là, c'est pas la peine. Il faut peut-être que j'aille voir ailleurs ce que je peux faire. Bon, du malheur, vous êtes quand même passé directement au bonheur. Oui. Là, on passe du tout au tout. En quoi ça consiste votre métier concrètement ? J'ai vraiment à cœur de pouvoir accompagner les gens à mieux connaître qui ils sont. Du coup, à mieux comprendre quelles sont leurs sources de motivation liées à qui ils sont, de façon à l'entretenir au quotidien, et ça permet d'être moins dans le stress au quotidien déjà par rapport à soi. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, quand je fais des formations avec des groupes différents, et il y a une dizaine de personnes en général, j'éclaire grâce à l'outil en partie comme Colors et à d'autres techniques, le fait que quand on s'attrape en réunion, c'est rarement sur le contenu, c'est 90% du temps sur le comportement. Oui. On prend pour soi des réactions des uns et des autres. Et puis après, on va se coller ce qu'on appelle des timbres psychologiques. Et puis on dit rien parce qu'on est en réunion, parce qu'il y a le manager qui écoute, parce qu'on a un projet commun, il y a les chefs de projet qui sont là. Et puis les timbres psychologiques, on va se les coller tout au long de la semaine. Et puis un jour, ça se décolle. Et puis ça tombe sur la mauvaise personne au mauvais moment et c'est disproportionné. Est-ce que vous voulez dire par là qu'on est comme une sorte d'éponge un petit peu on prend vraiment plein de choses comme ça tous les jours au quotidien sans s'en apercevoir ? Chaque fois qu'on se tait, chaque fois qu'on est touché par quelque chose et qu'on ne le dit pas, alors il y a aussi une façon de le dire, évidemment, dans la bienveillance, mais chaque fois qu'on est touché par quelque chose et qu'on ne le dit pas, on le garde en soi. Il y a une grande part de psychologie en fait dans tout ça. Complètement. Il y a une grande part de psychologie, même si je ne suis pas psychologue, je ne fais pas psychologie, mais j'utilise des outils qui sont liés à la psychologie. Et du coup, le fait de comprendre que chacun voit le monde avec son filtre de perception finalement, lié à sa couleur de personnalité, lié à sa culture, etc. Ça permet en fait de faire baisser la tension et de se dire, mince, en fait, quand cette personne se comporte comme ça en réunion, c'est pas contre moi, c'est parce que cette personne a déjà vécu un stress ce matin et que ça ne va pas. Se mettre à la place de l'autre. Oui, en quelque sorte. Ça passe par l'empathie, J'y crois beaucoup là-dessus. Je veux dire, si on n'a pas envie d'être un minimum empathique ou qu'on se coupe de son empathie, c'est vraiment le début des conflits, là. Moi, ça me fait penser à un livre, un excellent livre, un des meilleurs que j'ai lu, d'Dale Carnegie, « Comment se faire des amis », qui explique justement les relations avec les autres dans le monde professionnel et le monde personnel. Alors vraiment, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, c'est aller le lire. Je mettrai d'ailleurs le lien sur le site. Je ne sais pas si vous l'avez lu justement. Alors non, je ne connais pas celui-là. Vous vous inspirez de lecture, de choses comme ça autour de vous ? Moi, s'il y a un livre de chevet que je conseille et dont je parle beaucoup, d'ailleurs je fais des ateliers pour en plus expliquer le livre pour ceux qui ont besoin ou qui préfèrent faire vivre l'atelier que lire le livre, mais le livre est vraiment à lire, ce sont les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Vraiment, c'est la base du développement personnel. Et justement, un des 4 accords Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Quand quelque chose ne va pas,
on va aller proposer à l'autre ce dont on aurait besoin nous. Or, l'autre n'a pas forcément ce même besoin. Je vous donne un exemple concret. Oui. Par exemple, il y a dans les types de personnalités, il y a des personnes qui ont besoin d'espace et de temps. Et leur filtre de perception, quand la façon dont ils rentrent en contact avec le monde, c'est la réflexion. Ils commencent par réfléchir. Et donc ces gens-là, ils ont besoin de moments de solitude et de calme dans la journée. Donc par exemple, ça peut être des salariés qui le midi vont profiter que tout le monde part ensemble à la cantine pour prendre un sandwich et terminer au calme ce qu'ils ont à faire. Et c'est là qu'un autre type de personnalité va rentrer, qui lui est beaucoup dans la chaleur humaine, et va se dire « Oh, mais mon Dieu, mais tu vas pas manger tout seul ce midi? Mais c'est pas possible. Ah non, tu termines pas tes dossiers. Non, faut faire une pause le midi. Allez, pas de ça, tu viens avec nous. » Or, la personne qui a envie d'être seule, elle est très bien seule. Et la personne qui est dans les relations humaines, la chaleur humaine, elle va pas comprendre ce besoin de solitude. C'est un problème de communication. Ça va découler là-dessus, en fait. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont stressés, vont se couper de la relation, donc ils communiquent plus. C'est pas volontaire, c'est un état de stress, ils sentent bien que ça ne va pas, mais ils n'arrivent pas à dire que ça va pas et sur quel projet ça va pas. Et il y en a d'autres qui vont exploser, faire une colère, et qui vont complètement déranger l'autre. Enfin, voilà, ce sont des réactions où on n'est plus aux commandes de qui l'on est à ce moment-là. Alors c'est vrai que vous faites un métier qui est assez atypique, c'est vrai, coach formateur en développeur de bonheur. Moi ça m'a fait sourire quand j'ai lu l'intitulé dans un premier temps. Comment vous êtes perçu quand vous arrivez comme ça en entreprise ou face à des entrepreneurs? On comprend ce que vous faites? Non, pas tout de suite. Alors la première réaction générale des gens, c'est quand je leur dis que je suis coach formateur développeur de bonheur, j'ai droit à un grand sourire. Et ensuite, la deuxième réflexion que j'entends souvent, c'est « Ah, mais c'est un beau métier, ça !» D'accord, donc c'est une bonne chose. C'est plutôt positif. Oui, ça détend l'atmosphère. Finalement, je joue un peu en disant que je suis développeur de bonheur. Finalement, c'est pas moi qui développe, ce sont les individus eux-mêmes. Oui, vous révélez ce qu'il y a chez chacun, en fait. Lumière, exactement. Mais quelle est votre définition, à vous, du bonheur au travail ? Alors moi, la définition du bonheur au travail, je dirais que c'est quand le réveil sonne à 5h du matin et qu'on sait qu'on va devoir prendre un RER, un TGV pour traverser la France et travailler, c'est de le faire avec le sourire. C'est de se dire oh, « Génial, je me lève à 5h et je vais découvrir plein de choses aujourd'hui. » Parce que même si c'est une formation, par exemple, que j'ai déjà animée plusieurs fois, ça sera une autre équipe, d'autres gens, et je vais encore apprendre des choses d'eux. Donc moi, j'arrive pour transmettre des choses, mais ils vont me transmettre tellement. C'est moi qui vais finalement gagner le plus dans la journée. Donc c'est être enthousiaste à l'idée de se réveiller, d'apporter sa petite pierre à l'édifice dans le monde, de faire des choses qu'on aime. C'est ça le bonheur au travail ? C'est ça, c'est l'idée c'est la motivation finalement. C'est de se dire j'ai envie d'y aller et je décide de le faire. On ne me dit pas de le faire, c'est moi qui ai envie de le faire. Alors, est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui au travail ? Ah, très. J'adore. Ah, d'accord. J'adore. Après, je crois 12-13 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Dans le monde professionnel, ouais. Vous avez enfin trouvé le bonheur. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur vous au quotidien ? En fait, le fait de se sentir utile, j'ai l'impression de pouvoir aider parfois les gens. Vraiment, je me rends compte qu'il y en a qui ignoraient. Moi, je voyais bien le diamant brut. Et puis au bout de, je sais pas, 2 jours de formation ou parfois un coaching, d'un seul coup, le diamant, il éclate de lumière. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça qui me rend heureuse. J'ai l'impression que vous avez aussi réussi en quelque sorte à faire la paix, entre guillemets, avec votre passé, avec la personne qui vous a peut-être fait souffrir à ce moment-là. Parce que quand vous parliez d'elle, vous disiez justement, c'est pas forcément vraiment sa faute. Finalement, bon, elle avait aussi, c'était compliqué, il y avait du stress dans le milieu, etc. Ça vous permet aujourd'hui de prendre du recul par rapport à tout ça ? Complètement, mais c'est essentiel. On ne peut pas avancer si on ne fait pas la paix avec son passé. Hein. Donc cette personne, ok, moi j'en ai souffert, mais elle souffrait d'autant plus aussi de son côté. Donc finalement, moi j'ai compris que ce n'était pas lié à moi-même. Laetitia Roy, c'était lié à mon comportement sous stress, face à son comportement sous stress, et elle-même était dans des conditions pas possibles. Donc en fait, vous avez un petit peu, vous restez positive finalement, par rapport à cette expérience. Oui. Vous l'avez dit vous-même, finalement, je remercie la vie de m'avoir fait vivre ça parce que ça vous a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pour vous. Complètement. Mais en fait, chaque moment difficile que l'on vit dans sa vie, c'est parce qu'on n'est pas dans la bonne direction.
Et aujourd'hui, je sais il fallait que je vive ça parce que plusieurs fois la vie m'a envoyé des signes comme quoi je ne devais pas rester dans l'industrie pharma, mais je continuais tête baissée. Et puis comme j'écoutais pas, on m'a envoyé un grand harcèlement moral à vivre de façon à me stopper. Et est-ce que je me dis, en fait, il faut peut-être que je fasse autre chose. Et donc c'est pour ça que je remercie, parce que vraiment, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est vrai qu'en général, on a l'impression que quand on fait des études pour faire un métier, on est obligé, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout et de passer des années dans ce domaine. Parce qu'on a fait des études pour ça, hein. Donc il faut bien aller jusqu'au bout. C'est ça. On s'autorise pas finalement à se remettre en question et faire autre chose. C'est mon cheval de bataille auprès des jeunes quand j'interviens dans les lycées. Ouais. C'est que je leur dis, mais lâchez la pression, parce que oui, ok, il y a le bac, d'accord, il y a le BTS, et puis d'autres choses derrière. Mais de toute façon, ma génération a commencé à changer 1 ou 2 fois de travail. Je pense que ce sera votre cas aussi, et que au pire, vous mettez la pression pour 5 ans, et puis après, si dans 5 ans ça va plus, vous ferez autre chose. Mais on est toujours capable de rebondir. Je pense qu'au contraire, c'est parce qu'on va se forcer à rester dans une voie qu'on a choisie à quoi ? 18 ans, 20 ans ? Mais forcément, on évolue. Donc à 40 ans, même à 30, on vit d'autres choses. Et donc, il n'est jamais trop tard pour changer de voie et pour se révéler finalement. Au contraire, ça peut être une bonne chose. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre métier ? C'est les rencontres. C'est toujours une surprise. Il y a des gens, vous savez bien, on va porter ce qu'on appelle un masque social. C'est normal, on est en société, on est dans tel milieu, telle représentation, même si on est soi. Et dans ces formations, comme je mets vraiment un cadre sécurisant, les choses qu'on aurait pu imaginer concernant cette personne, c'est jamais ça. Il y a toujours quelque chose de fabuleux derrière. Donc c'est ça, c'est vraiment partir à la découverte. Finalement, j'ai pas quitté la recherche en fait, sauf que j'ai quitté la chimie pour l'humain. Alors j'imagine que comme tout individu, il y a des hauts et des bas, il y a des jours avec et des jours sans. Oui. Quand il y a des jours sans, que le moral n'est pas forcément au beau fixe, comment vous faites pour vous motiver et apporter du bonheur aux autres ? Est-ce que c'est possible ça ? C'est tout à fait possible. Il n'y a pas de raison que je propose les choses aux autres et que je ne me l'applique pas à moi-même. C'est quoi vos techniques ? Alors ça va être des techniques qui vont être vraiment liées à qui je suis. Donc lié à mes 2 couleurs les plus fortes dans ma personnalité. La première des choses que je vais faire, si vraiment ça va pas, quand moi je ne vais vraiment pas bien, je vais avoir tendance à me renfermer dans ma bulle. Donc quand c'est comme ça, je prends mes chaussures de marche, mes bâtons de marche nordique et je vais marcher 1h30 dans les bois. Prendre l'air, marcher, oui. Pour faire le vide. En fait, et c'est quelque chose que je propose aux gens qui ont une couleur en commun comme ça avec moi, parce qu'il y a une vraie tension de se dire, oui mais alors pendant 1h30, je suis pas à mon bureau. Je téléphone pas, je relance pas les prospects. Sauf que quand on n'est pas bien, c'est justement pas le moment de rappeler les prospects. Ça s'entend dans la voix. L'énergie est pas là. Si nous on n'est pas bien, ça va se ressentir. Donc si je leur ai montré déjà par A plus B, je leur ai proposé de le vivre. Et ils sont revenus vers moi. C'est quelques personnes qui l'ont fait. Ils m'ont dit mais en fait c'est extraordinaire parce que pendant cette 1h30 où je vais marcher dans la nature, en fait je lâche prise. Je lâche mes pensées et c'est justement là que je trouve les solutions. C'est un rituel que vous avez mis en place dans votre vie du coup ? Oui. Vous le faites régulièrement ? Je marche 2 à 3 fois par semaine, minimum. Ah oui, d'accord, quand même. Oui. Vous en avez besoin ? Ah oui. Pour évacuer. Parce que c'est lié à qui je suis. Mais un autre type de personnalité, ça va être au contraire d'aller faire quelque chose de très cardio. Oui. Et des personnes qu'on dit entre guillemets sanguines vont avoir besoin de se défouler, faire de la boxe, de faire, je sais pas, du body bump, enfin ce genre de choses. Alors vous faites un métier très innovant, pas forcément connu aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui tend à se développer en France ? De ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur la nécessité de faire la part des choses entre le privé et le pro. Même les nouvelles générations n'ont plus du tout les mêmes priorités que notre génération et que les générations encore plus anciennes. Puis avec l'émergence aussi de l'entrepreneuriat qui change un petit peu les mentalités. Complètement, parce que finalement, avant, on faisait des études, on avait un métier, on restait dans l'entreprise. Aujourd'hui, après, nous, notre génération, je dirais qu'on fait des études, on a eu quelques CDD à répétition, enfin un CDI, et puis finalement, on n'est pas resté forcément dans l'entreprise parce qu'il y a eu un licenciement économique, par exemple. Oui. Donc, on n'est plus à l'abri de toute façon. Donc, avant, l'entrepreneuriat pouvait faire peur parce qu'il n'y avait pas le salaire qui tombait tous les mois. Mais de toute façon, aujourd'hui, on n'est plus protégé. On n'est plus dans ce schéma-là, c'est sûr.
Oui. Donc du coup, c'est pour ça, je pense qu'il y a cette émergence d'entrepreneuriat, le fait aussi qu'il y ait des managements qui n'aient pas été du tout efficaces, et du coup de se dire, bon, puisque c'est comme ça, je vais faire à ma façon. Et comment vous voyez le monde du travail dans 10 ans ? J'espère qu'il y aura de plus en plus de formation pour aider les gens à encore mieux se connaître, à gérer leur stress, à gérer les conflits, parce que plus on va mettre une cloche sur un problème ponctuel, plus ce problème va monter, va exploser la cloche, quoi. Donc voilà ce que je perçois pour les grands groupes. Et ensuite, je pense qu'il y aura vraiment de plus en plus d'entrepreneurs en TPE, voire ensuite qui grandiront, j'espère pour eux. Alors nous, dans le Manal Show, on a pour but de partager des conseils concrets. Ce qu'on aime, c'est vraiment passer à l'action. Okay. Alors ma question, elle est simple. Quels sont vos 3 meilleurs conseils pour se sentir plus heureux, se sentir mieux au travail, que l'on soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat ? Alors le premier conseil, ce serait de commencer par soi, c'est-à-dire d'apprendre un peu mieux à se connaître. Vraiment, alors ça peut être de lire le livre que vous avez proposé. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voilà, ou de lire les 4 accords Toltec. C'est vraiment de Don Miguel Ruiz, c'est une base. On va mettre du coup les références parce que oui, c'est important. Ouais, c'est important. C'est important d'apprendre à mieux se connaître parce que du coup, on comprend, on a des réactions que l'on ne maîtrise pas et d'un seul coup, on comprend nos réactions. Et du coup, on peut agir dessus. C'est quand on n'en a pas confiance qu'on ne peut pas agir dessus. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième conseil, qui me paraît trivial, mais et en même temps compliqué à vraiment à mettre en place à chaque fois, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire, si tu veux être triste, vis dans le passé. Si tu veux être anxieux, vis dans le futur. Si tu veux être heureux, vis dans le moment présent. Et le troisième conseil, pour moi, c'est vraiment de garder ses yeux d'enfant, de s'émerveiller de tout ce qu'on peut accomplir. On a tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas bien fait ou pas assez bien fait. On va essayer de refaire l'opposé et de se dire, aujourd'hui, j'étais moins en forme, j'ai appelé que 5 clients sur 10. D'accord, mais au moins je l'ai fait. Et ce que j'aime dire aussi, c'est fêter les petites victoires. Parce qu'on en a toujours des petites victoires tous les jours. Oui, puis ça, c'est hyper important pour ancrer la réussite et du coup, apaiser l'anxiété qu'on peut avoir quand on est à son compte ou quand on est salarié. C'est vraiment se redonner de l'estime et de la valeur. D'accord. En tout cas, merci. C'est 3 bons conseils qu'on va essayer de suivre à la lettre pour être plus heureux au travail. Alors Laetitia, moi j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible pour essayer de vous connaître un peu mieux. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête ? Prête. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je regarde mon portable. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Mon mari. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Quelle est votre plus grande peur ? Qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse aujourd'hui ? Mon équilibre vie pro et vie perso. Quel animal vous représente le mieux ? Un papillon. Quel était votre rêve quand vous étiez enfant ? Devenir danseuse étoile. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite ? Elle est à sa façon Steve Jobs, même si je prends pas tout, mais bon. Quelle application utilisez-vous le plus ? WhatsApp. Où aimez-vous aller pour vous ressourcer ? Dans les bois. Quel est votre film ou documentaire préféré ? Je l'ai revu hier. Nous 3 ou rien. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? La cigarette. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Les anges gardiens. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie ? Les gens qui se remettent pas en question. Quel livre offririez-vous en premier ? Les 4 accords Toltec. Quel est votre plus grand regret ? De ne pas avoir tenté l'école de danse. Et quelle est votre plus grande fierté ? Mes enfants. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain ? L'administratif. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? Le jour où j'ai décidé de choisir ma vie en changeant de vie professionnelle. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Ma joie de vivre. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Je râle. Quelle musique vous rend joyeuse ? La musique brésilienne. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je regarde mon portable. Merci Laetitia d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous. On a pas mal de points en commun. Je vous les dirai peut-être en off tout à l'heure. Avec plaisir. Alors, si on veut vous retrouver, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, il y a les réseaux sociaux. Donc j'ai mon profil Laetitia Roy et j'ai aussi ma page professionnelle LR Conseil. Et mon site internet, c'est laetitiaroyconseil.com. Très bien. Merci en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos futurs projets. Merci beaucoup. Je vais accueillir nos 2 chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager leurs découvertes de la semaine. Et je crois que la thématique d'aujourd'hui les a beaucoup inspirés. On se retrouve tout de suite. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Comment se sentir épanoui au travail ? C'est une thématique qui nous concerne tous. Je vais partager avec vous 5 conseils que vous pourrez mettre en application dès demain pour être plus heureux au travail. Mais avant ça, on retrouve nos 2 chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leurs découvertes de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette. Salut. Comment ça va ? Ça va. Alors toi Juliette, tu es notre dénicheuse web. Chaque semaine, tu choisis et commentes une vidéo que tu as trouvée sur le net, que tu as envie de partager avec nous. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du travail d'équipe. D'ailleurs, c'est un concept hyper important pour être heureux au travail. Ça tombe bien. Eh bien oui, bonjour à tous. Alors je vais vous parler de la conférence de Tom Wijek que vous pourrez trouver sur la page du Manal Show. C'est très ludique et surtout ça ne dure que quelques minutes, donc surtout n'hésitez pas. Dans cette vidéo, il nous parle du Marshmallow Challenge. Je ne sais pas si ça parle. Marshmallow, ça me donne envie d'en manger en tout cas. Eh bien, ce challenge consiste à faire une construction à partir de spaghettis et de ficelles capables de soutenir le poids d'un marshmallow placé tout en haut. Ceci par équipe de 4 et dans un temps limité. Je précise que les spaghettis sont crus, parce que sinon ça ne marche pas. Chaque équipe fonctionne généralement de la même façon et vous allez peut-être vous retrouver dans ce que je vais dire. Quand on commence un projet avec une équipe, la première étape, c'est de conceptualiser le projet. On commence à voir à quoi ça va ressembler, comment on va le mettre en place, etc. Et c'est aussi à ce moment-là qu'un membre de l'équipe va essayer de s'arroger le pouvoir et de donner les tâches aux autres. Ensuite, l'équipe va s'organiser, mettre un plan en marche. C'est par exemple faire des croquis, lister le matériel, etc. Puis vient la partie construction qui est la plus longue mais aussi la plus importante, où chacun assemble de son côté des parties. Dans le Marshmallow Challenge, c'est le moment où les membres de l'équipe assemblent les spaghettis entre elles pour construire la tour. Enfin, quand c'est bientôt la fin de l'épreuve et que l'équipe est à court de temps, quelqu'un prend le marshmallow et le pose au-dessus en espérant que ça tienne. Eh bien, pour la plupart des équipes, ça ne marche pas, la tour s'effondre en quelques secondes. Et quand on regarde ceux qui réussissent le moins bien à produire en équipe une tour stable, ce sont les étudiants fraîchement diplômés des écoles de commerce. Alors pourquoi ? Selon l'étude, c'est parce qu'ils passent leur temps à mentir, à tricher, ils sont facilement déconcentrés et passent plus de temps à essayer de s'arroger le pouvoir dans l'équipe qu'à réellement construire la tour. Désolée pour les gens en école de commerce. Et ceux qui réussissent le mieux, c'est très surprenant, je serais assez curieuse de savoir à votre avis qui est-ce qui réussit le mieux à construire une tour en spaghettis. Déjà, moi je me sens victimisée parce que tu as parlé des écoles de commerce. Désolée, c'est pas moi, c'est l'étude. Moi je dis les gens qui travaillent dans la com. Eh bien non, ce sont les enfants tout droit sortis de maternelle. Sérieux ? Mais pourquoi les enfants ? Eh bien parce que les enfants, contrairement aux adultes, ne vont pas placer le marshmallow tout à la fin quand il n'y a plus de temps. Le marshmallow, c'est l'élément central de la chaîne de production. En fait, si on a un peu de mal à visualiser, c'est pareil pour toute entreprise qui veut produire un objet, que ce soit une voiture, un meuble, un jouet ou autre. Les enfants, s'ils réussissent, c'est parce qu'ils construisent des prototypes en mettant au centre le marshmallow. Ils prennent le marshmallow et voient ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et c'est comme ça qu'ils obtiennent les constructions les plus hautes, mais aussi les plus stables. Et d'autre part, ils commencent tout de suite à essayer ces prototypes sans passer par la case qui va contrôler l'équipe. D'ailleurs, dans les groupes composés d'adultes, on remarque que si on place un administrateur, donc une personne qui va prendre les initiatives et créer une certaine cohésion entre les membres, eh bien l'équipe obtient de bien meilleurs résultats. Ce dont je parle concrètement à travers cette expérience, vous l'aurez sûrement compris, c'est le travail d'équipe. La question, c'est quelles sont les recettes pour arriver au succès ? Eh bien, à mon avis, il faudrait plutôt s'inspirer des enfants qui essayent plusieurs types de construction avant de trouver le bon. Parce que nous, en tant qu'adultes, on est entraînés à chercher le seul plan exact et efficace et ensuite on va essayer de le mettre en place. Sauf que la plupart du temps, on peut se tromper et on se trompe et on met le marshmallow en toute vitesse à la fin et tout s'effondre, c'est la crise. Ça semble en effet assez familier. Eh bien, une des clés que je peux donner pour construire une équipe, c'est relativement simple.
c'est de combiner des compétences spécifiques, mais surtout des compétences de médiation, d'autant plus quand les enjeux sont élevés. Et pour ceux qui voudraient utiliser cet exercice du marshmallow pour leur entreprise ou leur équipe, c'est peut-être plus économique que certains séminaires de cohésion d'équipe, je ne sais pas trop comment on appelle ça, eh bien vous pouvez consulter la page marshmallowchallenge.com où vous trouverez les instructions pour construire votre tour, ainsi que les records du monde, les constructions les plus folles, etc. etc. Merci beaucoup Juliette pour cette chronique. Ça m'intéresse vraiment de voir du coup la vidéo. Je vais la mettre dans l'article. Elle est vraiment mignonne en plus, donc faut pas hésiter de la voir. On va mettre la référence sur le site lemanalshow.com. Moi, ça m'épate que justement ce soit les enfants qui réussissent comme quoi. Comme quoi. Merci en tout cas, Juliette. Salut Sofiane. Salut Manel. Comment ça va aujourd'hui ? Bien, merci. Alors toi, Sofiane, tu es notre dénicheur de tendances. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'un lieu, une sorte de laboratoire de l'humour, le Paname Art Café. Exactement, tu prononces très bien, Manel. Merci. Alors, comme tu le dis si bien, le Paname Art Café, c'est vraiment le laboratoire de l'humour. Alors, c'est un endroit qui est situé au 11e arrondissement de Paris et qui accueille depuis quelques années la crème des humoristes français, mais aussi les futurs talents qui font rire les spectateurs mainstream d'ici quelques mois ou années dans les grandes salles parisiennes. Alors, il est situé dans la rue de la Fontaine-du-Roi, où il a été lancé en 2008 sous l'impulsion de 2 personnes, donc Karim Kachour, qui est aujourd'hui manager, et puis Kader Aoun, qui a travaillé notamment à la programmation du Jamel Comedy Club. Le Paname Art Café, c'est à la fois un resto-bar et une scène de l'humour à la française et un repas incontournable pour la jeune garde des humoristes français. Et on peut y voir qui comme humoriste ? Alors, tout ce que tu vois à la télé aujourd'hui, c'est-à-dire Mathieu Madelin, Farid, Norman, Nawal Madani, Donald Jacksman, Bouniaïmin. L'endroit n'en finit plus par attirer les artistes de tous les horizons, qu'ils soient débutants ou confirmés, venus pour tester leur punchline ou les derniers sketchs. Tout se passe en sous-sol, où est située en fait une petite scène d'une 50aine de places. Et j'imagine que c'est payant, ça coûte combien ? En fait, le Paname Art Café innove au niveau de ses tarifs. Le prix de l'entrée ne coûte que le prix d'une boisson au bar. Donc pour entrer, il faut juste payer sa conso. Les stand-up sont gratuits, il faut juste s'inscrire au préalable sur Internet, sur des plateformes comme Billet Reduc ou Digetic, pour éviter de ne pas pouvoir entrer les soirs d'influence. Il y a des représentations culturelles tous les soirs, puisque l'endroit est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 2h du matin. Et on peut y voir que du stand-up ou autre chose ? Alors, il y a vraiment autre chose, comme des ateliers de vernissage, des concerts de jazz en début de semaine. Le Paname Art Café, ce n'est pas que de l'entertainment, c'est aussi un endroit pour se cultiver. C'est un endroit bouillonnant d'énergie, de créativité et de talent, parfait pour venir boire, manger, des plats savoureux, bruncher, mourir de rire ou s'ambiancer sur du bon son pour se détendre l'esprit. On vous mettra toutes les informations sur les réseaux sociaux du Manel Show et sur le site officiel de l'émission. Donc c'est bien le Paname Art Café. Exactement. Qui se retrouve où ? Tu peux nous redire pour l'adresse ? Dans le 11e arrondissement à Paris. Parfait, super. Comme ça on peut y aller, c'est une super idée de sortie pour ce week-end. Exactement. Merci Juliette, merci Sofiane. Merci Manel. Bien sûr, on vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Tout à fait. Alors nous, on arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner 5 conseils qui pourraient vous rendre davantage heureux au travail. Are you ready ? Here we go. Yes. Conseil numéro 1, se fixer des objectifs. La routine peut vite s'installer dans le cadre professionnel et qui dit routine dit lassitude et donc manque de motivation. Se fixer des objectifs, c'est une manière de se challenger pour avancer toujours plus loin. C'est une bonne façon de développer vos compétences, apprendre de nouvelles choses, découvrir des qualités cachées, bref, vous valoriser et avoir une meilleure estime de vous-même. Conseil numéro 2, choisissez un travail qui corresponde à vos valeurs. Si vous exercez un métier qui contredit vos valeurs morales, il est évident qu'être heureux au travail sera une mission presque impossible. Pour ma part, j'ai exercé durant quelques années dans des grands groupes où l'éthique ne correspondait pas vraiment à ma façon de voir les choses. J'ai donc trouvé un environnement en adéquation avec mes valeurs, dans lequel je trouve du sens à ce que je fais au quotidien. Conseil numéro 3, entretenez de bonnes relations avec vos collègues. Pour la plupart d'entre nous, on passe plus de temps avec ses collègues qu'avec sa famille. C'est aussi le cas quand on travaille à son compte, on a beaucoup plus d'interactions avec les fournisseurs, les partenaires et les clients. Il est donc important d'instaurer une ambiance chaleureuse et conviviale, un cadre de travail agréable qui donne envie d'y aller avec le sourire. Et si vous en avez l'opportunité, faites appel à un Chief Happiness Officer. Conseil numéro 4, développer un esprit positif. Facile à dire,
Pas si facile à faire? Détrompez-vous. Vous avez les capacités de contrôler vos pensées en adoptant les bons réflexes. Première étape, faire le focus sur les bonnes choses. Ainsi, votre cerveau se mettra automatiquement en mode positive attitude et vous chercherez des solutions aux problèmes plutôt que de les subir sans rien faire. À la fin de chaque journée, faites le bilan et relevez les points positifs. Conseil numéro 5, aménagez un espace de travail qui vous ressemble. Je me suis déjà rendue dans des bureaux sans identité, assez froids, qui ne donnaient pas vraiment l'envie d'y rester toute la journée. Que vous ayez un simple bureau ou un espace plus grand, n'hésitez pas à ajouter quelques éléments pour le personnaliser. De la déco, des meubles, des plantes, des livres, bref. Tous ces détails feront la différence. Pour finir, j'aimerais savoir quelle est votre définition du bonheur au travail. Un travail qui a du sens, un manager bienveillant, une bonne entente avec vos collègues, un salaire à la hauteur de votre investissement? Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour partager votre point de vue en commentaire. J'espère que ces conseils vont vous aider à être plus heureux au travail et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur lemanalshow.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast et SoundCloud en cherchant le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook Le Manal Show. Ciao!